Je n'avais jamais vraiment posé les yeux sur lui en tant qu'homme. Du moins, c'est ce que je me forçais à croire. Il était simplement Adrien, le mari de ma fille Chloé, cet homme qui entrait dans notre maison, saluait poliment d'une voix grave et chaleureuse, m'aidait à porter les sacs de courses depuis la voiture et s'attardait parfois dans la cuisine, un peu plus longtemps que nécessaire. Des gestes anodins, une vie de famille ordinaire dans notre villa en périphérie de Lyon. Tout a basculé un soir. C'était une fête de famille, rien d'exceptionnel. La table était dressée, les conversations bourdonnaient, les rires fusaient, cette cacophonie familière et rassurante. Ma fille, Chloé, virevoltait entre la cuisine et le salon, un sourire radieux sur les lèvres. Les invités débattaient de politique et de futilité, et moi, soudainement épuisé par ce bruit, je suis sorti sur le balcon pour respirer un peu. L'air frais de la nuit m'a saisi. Il m'a suivi presque immédiatement. « Vous n'avez pas froid, Hélène ?» a-t-il demandé, et avant même que je puisse répondre, il a drapé un plaid en laine douce sur mes épaules. Le geste était simple, presque filial, prévenant. Mais, pour une raison qui m'échappe encore, c'est précisément à cet instant que j'ai ressenti un malaise profond. Je ne me suis pas sentie comme une mère, ni même comme une belle-mère. Je me suis sentie comme une femme dont la peau avait été effleurée une fraction de seconde de trop. « Merci, Adrien », ai-je murmuré en me détournant vers la baie vitrée, observant les lumières lointaines de la ville. Nous sommes restés silencieux, et ce silence était étrange, trop dense, presque palpable. Je sentais sa présence dans mon dos. Calme, assurée, discrète mais indéniablement là. « Vous êtes particulièrement songeuse ce soir », a-t-il dit doucement. J'ai eu un petit rire forcé. À mon âge, c'est bien normal. Il n'a pas ri en retour. Je ne crois pas, je me suis retournée. Nos regards se sont croisés, et dans ses yeux, il n'y avait ni ironie, ni gêne. Il y avait une attention. Une attention pure, brute, de celle qui vous déstabilise complètement. « Rentrons », ai-je dit d'un ton un peu trop sec. « On nous attend. » Il a hoché la tête, mais avant de se retirer, son regard s'est attardé sur moi une seconde de plus. Et cette seconde, inexplicablement, est restée gravée en moi. Plus tard, lorsque les invités furent partis, que Chloé, fatiguée, était montée se coucher et que le silence avait enfin envahi la maison, j'ai entendu des pas dans la cuisine. Il était assis à la table, buvant un verre d'eau, comme s'il ne parvenait pas à trouver le sommeil. « Insomnie ?» ai-je demandé en entrant. « Oui », a-t-il répondu avec une franchise désarmante. « Et vous ?» J'ai secoué la tête. Nous étions de nouveau seuls, sans témoin, sans rôle à jouer. Et soudain, je me suis surprise à penser non pas à qui il était, mais à la manière dont il me regardait. « Vous devriez aller vous reposer », ai-je dit en me levant. « Probablement », a-t-il répondu, sans bouger immédiatement. C'est à cet instant précis que j'ai compris. Quelque chose était né entre nous, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Ce n'était pas encore un sentiment, pas encore une trahison, mais déjà une proximité dangereuse. Et le plus effrayant, c'est qu'elle commençait à me paraître terriblement vivante. Le lendemain matin, je me suis réveillée bien avant l'aube. La maison dormait encore. Le silence dans le couloir était si profond que le tic-tac de la vieille horloge du salon semblait scander quelque chose d'important. Je me suis surprise à tendre l'oreille, non pas pour guetter les pas de ma fille, mais les siens. Cette prise de conscience m'a emplie de honte. Je suis allée à la cuisine, j'ai mis la bouilloire en marche. Mes mains ne tremblaient pas à cause de l'âge, mais d'une anxiété nouvelle. Je me répétais que la soirée de la veille n'était que le fruit de la fatigue, un simple hasard de regard auquel nous avions prêté trop d'importance. Il est entré sans un bruit. « Bonjour », a-t-il dit calmement, comme si de rien n'était. J'ai hoché la tête, sans me retourner. « Bonjour. » Il s'est assis à la table. Je sentais son regard sur mon dos. C'était à la fois irritant et étrangement magnétique. « Vous avez mal dormi ?» a-t-il demandé. « À mon âge, le sommeil est capricieux », ai-je répondu sèchement. Il a eu un petit sourire en coin. « Vous vous cachez tout le temps derrière ce mot. » Je me suis retournée brusquement. « Lequel ? » L'âge, a-t-il dit. Comme s'il annulait tout le reste. Une pause lourde de sens s'est installée entre nous.
J'aurais dû couper court, dire quelque chose de neutre, nous rappeler nos places respectives. Mais à la place, j'ai soudainement lâché, tu ne comprends pas de quoi tu parles. Il s'est levé, sans précipitation, calmement, a fait un pas vers moi mais s'est arrêté à une distance très correcte, très dangereuse. Alors expliquez-moi, a-t-il dit à voix basse. J'écoute. J'ai senti une vague d'irritation monter en moi, contre lui, contre moi-même, contre ce matin insupportable. Parce que tu es le mari de ma fille, ai-je articulé, et cela aurait dû tout conclure. Il m'a regardé attentivement. Et si ça ne se termine pas là? Ces mots ont résonné avec une franchise brutale. Je me suis détournée vers la fenêtre. Dehors, un jour ordinaire commençait, calme et paisible, tel que ma vie aurait dû l'être. C'est une erreur, ai-je dit plus bas. Peut-être, a-t-il concédé, mais elle existe déjà. J'ai serré ma tasse entre mes paumes, comme pour y chercher un soutien. Tu n'imagines même pas en quoi tout ça peut se transformer. Si, j'imagine, a-t-il répondu. C'est précisément pour ça que je me tais et que je parle premier. Et il est parti, me laissant seul avec l'odeur du café, la lumière du matin et cette pensée dont il était impossible de se défaire. Ce n'était pas une confession, ni une avance, mais c'était une compréhension mutuelle, et cela m'effrayait plus que tout. J'essayais de l'éviter, non pas par peur, mais parce que je savais. Une autre pause accidentelle, un autre regard, et je n'aurais plus aucune excuse à me donner. Mais dans une même maison, il est impossible de ne pas se croiser. Il apparaissait à l'improviste, dans l'escalier, dans le couloir, ou dans la cuisine alors que je pensais tout le monde endormi. Et chaque fois, nous nous comportions de manière trop parfaite, trop polie, comme le font les gens qui savent qu'un secret brûle sous la surface. Un après-midi, j'ai entendu Chloé claquer la porte d'entrée et partir. La maison est devenue silencieuse, dangereusement silencieuse. Je faisais la vaisselle quand il est entré. Sans frapper, comme quelqu'un qui est chez lui. Je voulais qu'on parle, a-t-il dit. Je n'ai pas tourné la tête. Nous n'avons rien à nous dire. Ce n'est pas vrai, a-t-il répondu calmement. J'ai coupé l'eau. Lentement. Trop lentement. Tu dois penser à ta femme. J'y pense, a-t-il dit. C'est justement pour ça que je ne peux plus faire semblant que rien ne se passe. Je me suis retournée. Il ne se passe rien entre nous. Il m'a regardé droit dans les yeux. Alors pourquoi est-ce que tu trembles? J'ai serré les poings. Il avait raison. Et cette vérité était terrifiante. Parce que ce n'est pas bien, ai-je soufflé. Parce que c'est compliqué, a-t-il corrigé. Il a fait un pas de plus. Je n'ai pas reculé, et ce fut ma plus grande erreur. Je ne demande rien, a-t-il dit doucement. Je veux juste que tu arrêtes de faire semblant. J'ai levé les yeux vers lui. Et toi, tu arrêterais si tu le pouvais? Il n'a pas répondu tout de suite, et ce silence fut plus éloquent que n'importe quel mot. Nous étions si proches. Je sentais son souffle, sa présence, sa certitude. Et à l'intérieur de moi, une véritable guerre faisait rage entre la raison et ce que j'avais caché trop longtemps. Il faut qu'on arrête, ai-je chuchoté. Dis-le de façon à ce que j'y croie, a-t-il répondu. Je n'ai pas pu. À cet instant, des pas se sont fait entendre derrière la porte. Nous avons reculé brusquement l'un de l'autre. Trop tard. Je savais que si ma fille entrait maintenant, elle sentirait que quelque chose avait changé. Mais les pas ont continué leur chemin. Nous sommes restés seuls, et j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce soir-là, je suis restée assise longtemps dans le noir du salon. Je n'allumais pas la lumière, par principe, comme si elle pouvait me trahir, éclairer ce que je tentais de me cacher à moi-même. Je l'entendais marcher dans la maison, sans se presser, comme s'il savait que j'étais là, que nous allions de nouveau nous retrouver. Quand il est entré dans le salon, je n'ai pas sursauté. À l'intérieur, j'étais déjà prête. Elle rentre tard ce soir, a-t-il dit. Non pas comme une excuse, mais comme un fait. J'ai hoché la tête. Je sais. Nous étions assis aux deux extrémités de la pièce. Un espace nous séparait, qu'on pouvait encore appeler distance, mais il fondait à chaque seconde. Je pensais que je pourrais attendre que ça passe, a-t-il dit.
Que tout s'effacerait. Ce genre de choses ne passe pas, ai-je répondu à voix basse. Soit elles détruisent, soit elles exigent l'honnêteté. Il m'a regardé longuement, trop longuement. Je ne veux plus mentir, a-t-il finalement prononcé. Ni à toi, ni à moi. Ces mots étaient plus dangereux que n'importe quelle caresse. Et à elle, tu y as pensé, ai-je demandé. Chaque jour, a-t-il répondu. Et c'est précisément pour ça que je suis ici. Je me suis levée. Mon cœur battait calmement, d'un calme effrayant. Je me suis approchée de la fenêtre pour ne plus voir son regard. Tu te rends compte que si nous franchissons cette limite maintenant, plus rien ne sera jamais comme avant? Je m'en rends compte, a-t-il dit. Mais aujourd'hui non plus, ce n'est plus comme avant. Il s'est approché. Je le sentais dans mon dos, il ne me touchait pas. Et c'était justement ça, le plus insoutenable. Dis non, a-t-il murmuré, et je m'en vais. J'ai ouvert la bouche et aucun son n'est sorti. Mon silence fut ma réponse. Il ne m'a pas touché, mais il a posé sa main tout près, sur le dossier du fauteuil, si proche que je sentais sa chaleur. C'était un geste presque chaste, et c'est pour cela qu'il était si dévastateur. Nous faisons une erreur, ai-je chuchoté. Nous faisons un choix, a-t-il corrigé. À cet instant, la porte d'entrée a claqué. Nous avons sursauté et nous sommes écartés en même temps. Mon cœur a chuté. Je connaissais ce bruit. Chloé était rentrée plus tôt. Des pas, le cliquetis des clés, le froissement d'un vêtement. Nous étions debout aux deux extrémités de la pièce, comme si de rien n'était. Mais trop de choses s'étaient passées. Elle est entrée dans le salon, un sourire fatigué aux lèvres. « Oh, vous ne dormez pas encore » a-t-elle demandé. « Non » avons-nous répondu presque en chure. Elle nous a regardés attentivement, un peu plus longtemps que d'habitude. « Tout va bien ?»« Bien sûr » ai-je dit. « Oui » a-t-il confirmé. Et j'ai su que si elle ne savait pas encore, elle allait bientôt sentir la vérité. Car les secrets de cette ampleur ne savent pas vivre longtemps. Elle ne l'a pas senti tout de suite. D'abord, ce fut une simple inquiétude, puis d'étranges détails, impossibles à verbaliser. Des regards échangés, des pauses dans les conversations, un silence qui était soudain devenu trop assourdissant. Je la voyais nous observer, pas directement, mais à la dérobée, comme une femme qui ne connaît pas encore la vérité mais qui la redoute déjà. Ce soir-là, tout s'est décidé. Elle était montée dans sa chambre plus tôt que d'habitude, et j'étais restée dans la cuisine, prétendant avoir du rangement à faire. Il était dans le salon. Nous tentions de nous éviter. Trop tard. J'ai entendu des pas dans mon dos. Maman, a-t-elle dit. Il faut qu'on parle. Je me suis retournée. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte. Calme. Trop calme. Tu veux me demander quelque chose, ai-je dit. Oui, a-t-elle répondu. Mais j'ai peur d'entendre la réponse. Elle est entrée dans la cuisine, a refermé la porte et m'a regardé droit dans les yeux. Dis-moi la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et mon mari? À cet instant, tout s'est effondré en moi. J'aurais pu mentir, trouver une pirouette, me cacher une fois de plus derrière mon rôle de mère, mais j'étais épuisée. Oui, ai-je dit doucement. Il y a quelque chose. Elle n'a ni crié, ni pleuré. Elle a seulement fait un pas en arrière, comme si je venais de la frapper. Depuis quand? Assez longtemps, ai-je répondu, pour que ce soit devenu une erreur. La porte du salon s'est ouverte brutalement. Il était sur le seuil. Il avait tout entendu. Je voulais te le dire moi-même, a-t-il commencé. Tu as déjà tout dit, l'a-t-elle interrompu. Elle l'a regardé d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Sans amour, sans colère. Juste un vide immense. Vous m'avez trahis tous les deux, a-t-elle dit. Mais toi, plus que tout. Il a tenté de s'approcher. N'ose même pas, a-t-elle dit calmement. Surtout pas, elle s'est tournée vers moi. Tu étais la personne la plus proche de moi, a-t-elle articulé, chaque mot une lame. Et tu t'es révélée être la plus dangereuse. Ces mots, je les garderai en moi pour toujours. Il est parti cette nuit-là, sans scandale, sans même prendre ses affaires. J'ai fait ma valise le lendemain matin.
Nous ne vivions plus ensemble. Ni comme une famille, ni comme avant. Le temps a passé. Les blessures n'ont pas guéri. Elles ont simplement cessé de saigner. Elle ne m'a pas pardonné, peut-être, ne le fera-t-elle jamais. Je l'accepte. Parfois, l'amour arrive trop tard, ou il s'adresse à ceux à qui il ne le devrait pas. Et le prix le plus terrible de cet amour n'est pas la solitude, mais la perte d'une fille. Je suis restée seule, avec le choix que j'ai fait moi-même, et une vérité à laquelle il n'est plus possible d'échapper.